M. Darcy autant que faire se pouvait, choisit pour occupation de relire toutes les lettres que Jane lui avait écrites depuis son arrivée dans le Kent. Elle ne contentait pas de véritables récriminations, on ne revenait pas sur le passé, on n'y faisait mention dans le présent d'aucun tourment, mais dans chacune et à chaque ligne ou presque faisait défaut cet enjouement qui avait caractérisé son style et qui, provenant de la sérénité d'un esprit en paix avec lui-même et bien disposé à l'égard des autres, ne s'était pour ainsi dire jamais assombri. Élisabeth, avec plus d'attention qu'elle n'en avait accordé lors de sa première lecture, releva toutes les phrases qui communiquaient une impression de désarroi. La manière honteuse dont M. Darcy s'était vanté du chagrin qu'il avait pu causer aiguisait sa pénétration de la douleur de Jane. Il était tout de même consolant de penser que la visite de cet homme à Rosings devait prendre fin le surlendemain, et plus réconfortant encore d'imaginer que dans moins de 15 jours, elle-même serait réunie à sa sœur et en mesure de contribuer au retour de sa joie de vivre par tous les moyens que lui aspirait l'affection. Il lui était impossible de songer au départ de Darcy sans y associer celui de son cousin. Même le colonel Fitzwilliam avait clairement laissé entendre qu'elle n'avait aucune part à ce projet d'avenir, et tout charmant qu'il fût, elle était résolue à ne pas se rendre malheureuse à cause de lui. Elle se consacrait à régler ce point particulier quand elle fut soudain tirée de ses réflexions par un coup de sonnette à la porte d'entrée. Elle connut un moment d'émoi à la pensée que ce pouvait être le colonel en personne, qui déjà en une occasion était passé tard dans la soirée et pouvait être venu à présent tout exprès pour prendre de ses nouvelles. Elle eut au fait pourtant d'écarter cette idée, et une émotion fort différente succéda à la première quand, à sa grande stupéfaction, elle vit M. Darcy pénétrer dans la pièce. D'une voix qui reflétait le désordre de son esprit, aussitôt il commença par s'inquiéter de sa santé, attribuant sa visite à un souci d'apprendre qu'il y avait un mieux. Elle lui répondit avec une froide politesse. Il prit un siège et resta assis quelques instants, puis, se levant, il arpenta la pièce. Élisabeth, surprise cependant, ne disait rien. Après un silence qui dura plusieurs minutes, il s'approcha d'elle en proie à l'agitation et entra ainsi en matière. C'est vainement que j'ai lutté. Rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Il faut que vous me permettiez de vous dire combien je vous admire et je vous aime. La surprise d'Élisabeth fut au-delà de tout ce qui peut se dire. Elle ouvrit de grands yeux, s'empourpra, douta d'avoir bien entendu, mais resta muette. Il considéra cela comme un encouragement suffisant et passa sans attendre à l'aveu de tout ce qu'il ressentait pour elle depuis longtemps déjà. Il parlait bien, mais d'autres sentiments que les élans du cœur cherchaient à s'exprimer, et il ne fut pas moins éloquent pour dire sa tendresse que pour évoquer ce que souffrait son orgueil. Son infériorité à elle, l'impression que lui avait de déchoir, les obstacles d'origine familiale que son jugement avait toujours opposés à son inclination, firent l'objet d'un soin particulier dont l'insistance semblait nécessaire à la conséquence à laquelle il attentait, mais n'était pas de nature à favoriser sa requête. En dépit d'une antipathie solidement ancrée, Élisabeth ne put demeurer insensible aux compliments que représentait l'affection d'un tel homme, et si ses intentions ne varièrent jamais, elle regretta d'abord la peine qu'elle allait lui causer, cela jusqu'au moment où, exaspérée par la suite de ses propos, elle laissa toute compassion faire place à la colère. Elle essaya pourtant de se rasséréner pour lui répondre patiemment lorsqu'il en aurait terminé. Il conclut en lui faisant valoir la force d'un attachement que, malgré tous ses efforts, il n'avait pas réussi à
jeune fille qui ne doutait nullement d'une réponse favorable. Il parlait certes d'appréhension, d'anxiété, mais sa physionomie reflétait une indéniable sécurité. Qu'il en fût ainsi ne pouvait qu'irriter davantage Élisabeth, et quand il eut fini, le rouge lui monta aux joues, et elle dit: En pareille circonstance, il est, je crois, d'usage d'exprimer de l'obligation pour les sentiments avoués, quelle que soit la façon dont on peut y répondre. Il est normal de ressentir cette obligation, et si je pouvais éprouver de la gratitude à présent, je vous remercierais. Mais cela m'est impossible. Je n'ai jamais désiré votre bonne opinion, et vous me l'avez accordée sans nul doute, tout à fait en dépit de vous-même. Je déplore d'avoir causé de la peine à quelqu'un. Ce fut cependant entièrement à mon insu, et j'espère qu'elle ne durera pas. Les sentiments qui, d'après ce que vous venez de me dire, ont longtemps empêché l'aveu de votre affection, n'auront guère de difficulté à en venir à bout après cet éclaircissement. Monsieur Darcy, qui se tenait adossé au manteau de la cheminée, les yeux fixés sur elle, parut saisir ces paroles avec autant de ressentiment que de surprise. La colère le rendit blême, et le désordre de son esprit se trahit à chacun de ses traits. Il chercha à se composer un visage calme et n'ouvrit pas la bouche avant de se persuader d'y avoir réussi. Ce fut un silence des plus éprouvants pour la jeune fille. Enfin, d'une voix qui se voulait tranquille, il dit: C'est donc là toute la réponse que je suis en droit d'attendre. Je pourrais sans doute vous demander pourquoi, avec aussi peu d'efforts en faveur de la politesse, vous me repoussez de cette façon. Mais c'est de peu d'importance. Je pourrais tout aussi bien chercher à savoir, répliqua-t-elle, la raison pour laquelle, dans le dessein évident de m'offenser et de m'insulter, vous avez choisi de me dire que vous m'aimiez contre votre volonté, votre jugement, et au mépris même de votre importance dans le monde. Si j'avais vraiment été impolie, n'y avait-il pas là de quoi excuser une impolitesse? Mais pour me conduire ainsi, j'avais d'autres motifs. Vous ne les ignorez pas. Si mon cœur n'avait pas parlé contre vous, s'il vous avait été seulement indifférent ou même favorable, quelle considération, je vous le demande, me pousserait à accepter l'homme qui a été l'instrument de la ruine, peut-être définitive, des espoirs de bonheur d'une sœur tendrement aimée? Lorsqu'elle prononça ces mots, M. Darcy changea de couleur, mais son trouble fut de courte durée, et il l'écouta poursuivre sans chercher à l'interrompre. J'ai toutes les raisons au monde de penser du mal de vous. Rien ne peut excuser l'injustice ni le manque de générosité du rôle que vous avez tenu en cette affaire. Vous n'oserez pas nier, vous ne le pourrez pas, que vous avez été le principal artisan, sinon le seul, de leur séparation, livrant l'un à la censure du monde pour son caprice et son instabilité, l'autre à sa dérision pour l'anéantissement de ses espoirs, et les condamnant tous deux à un chagrin des plus cruels. Elle reprit haleine et s'aperçut, non sans une vive indignation, qu'il l'écoutait d'un air dénotant une totale absence de remords. Il la regarda même avec un sourire qui se voulait incrédule. « Pouvez-vous nier l'avoir fait ?» répéta-t-elle. Il répondit en feignant d'être tranquille. « Je ne chercherai pas à nier que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour séparer mon ami de votre sœur, ou que je me félicite d'y avoir réussi. J'ai été envers lui plus charitable qu'envers moi. » Élisabeth choisit de paraître ignorer cette aimable réflexion, mais son sens ne lui échappa point et ne fut pas de nature à la réconcilier. « Mon antipathie, poursuivit-elle, n'est cependant pas fondée uniquement sur cette chose-là. Bien avant, j'avais arrêté mon opinion en ce qui vous concerne. Je savais tout de
vous par le récit que m'avait fait M. Wickham, voici maintenant de nombreux mois. Là-dessus, que pouvez-vous avoir à dire? Au nom de quelle amitié allez-vous trouver à vous excuser en cette circonstance? Sous le couvert de quel faux rapport pouvez-vous espérer en faire accroire? Vous prenez beaucoup d'intérêt aux affaires de ce monsieur, jeta Darcy d'une voix moins tranquille, cependant que son visage s'empourprait. Qui pourrait s'empêcher de s'intéresser à lui, sachant l'étendue de ses malheurs? Ses malheurs, répéta Darcy avec mépris. Oui, ses malheurs ont été vraiment considérables. Et vous en avez été la cause, s'indigna Élisabeth. C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté, que toute proportion gardée il connaît aujourd'hui. Vous l'avez privé des avantages dont vous saviez qu'il devait bénéficier. Durant les plus belles années de sa vie, il aura été dépouillé de cette indépendance financière qui lui était due et qu'il méritait. Vous êtes l'auteur de tout cela. Et pourtant, vous pouvez réagir à l'évocation de ces malheurs par le mépris et la dérision. C'est ainsi donc que vous me considérez, s'exclama Darcy, en marchant d'un pas rapide au travers de la pièce. C'est là toute l'estime que vous avez pour moi. Je vous remercie de vous en expliquer aussi clairement. Mes fautes, selon votre compte, sont accablantes. Mais peut-être, ajouta-t-il en s'arrêtant et se tournant vers elle, auriez-vous pu oublier tous ces torts si votre orgueil n'avait été blessé par l'honnête confession que je vous ai faite des scrupules qui m'avaient si longtemps empêché d'envisager sérieusement de vous épouser? Vous auriez pu taire ces accusations virulentes si, plus politiquement, je vous avais caché mes débats intérieurs et vous avez laissé croire à l'idée flatteuse qu'une inclination sans réserve, sans mélange, me poussait à vous demander, que j'y étais conduit par la raison, la réflexion, partout enfin. Mais j'ai le déguisement sous toutes ses formes, en abomination. Je n'ai pas honte des sentiments que je vous ai avoués. Ils étaient naturels et justes. Pouviez-vous espérer que je me réjouirais de l'infériorité de votre famille, que je me féliciterais de la perspective d'une alliance avec des gens dont la condition était si évidemment en dessous de la mienne? Élisabeth sentait la colère monter en elle, plus forte à chaque instant. Pourtant, ce fut en se dominant autant que possible qu'elle finit par dire: Vous vous trompez, monsieur Darcy, en supposant que la manière dont vous vous êtes déclaré a eu un autre effet sur moi que de m'ôter le chagrin que j'aurais pu ressentir si vous vous étiez conduit davantage en gentleman. Elle le vit tressaillir à ces mots, mais il ne dit rien. Elle reprit: Vous n'auriez pu m'offrir votre main d'aucune manière susceptible de me donner l'envie de l'accepter. Son étonnement de nouveau fut évident, et il la regarda d'un air où se mêlaient l'incrédulité et l'humiliation. Elle continua: Dès le commencement, dès les premiers instants, ou presque, pourrais-je dire, de nos relations, vos manières, en me donnant l'assurance la plus complète de votre arrogance, de votre vanité, de votre mépris égoïste pour la sensibilité d'autrui, ont été d'une sorte à asseoir la désapprobation, à partir de laquelle les événements qui ont suivi ont définitivement consolidé mon dégoût. Et je ne vous connaissais pas depuis un mois que vous étiez pour moi le dernier homme au monde qu'on aurait pu me persuader d'épouser. Vous en avez assez dit, madame. Je comprends parfaitement vos sentiments et n'ai plus qu'à me montrer confus de ce que les miens ont pu être. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps et acceptez les vœux les plus sincères pour votre santé et votre bonheur. Sur ces mots, il se hâta de quitter la pièce. L'instant d'après, Élisabeth l'entendit ouvrir la porte d'entrée et sortir de la maison. Son esprit connaissait maintenant le tumulte le plus pénible et le plus grand qui soit. Elle ne pouvait se soutenir, et de pure faiblesse se laissa choir sur un siège et sanglota une demi-heure durant. Son étonnement en songeant à ce qui s'était passé augmentait
à chaque retour en arrière. Une demande en mariage de M. Darcy. Il était amoureux d'elle depuis tant de mois, et si épris qu'il avait voulu l'épouser malgré les mêmes objections qui l'avaient amené à empêcher le mariage de son ami avec Jane, et avait dû lui paraître avec une force au moins égale dans son propre cas. C'était à n'y pas croire. Il était flatteur de penser qu'elle avait, à son insu, inspiré une affection aussi forte. Mais son orgueil, son abominable orgueil, son aveu éhonté de ce qu'il avait accompli par rapport à sa sœur, l'impardonnable assurance avec laquelle il avait tout reconnu, sans pouvoir rien justifier, et sa sécheresse de cœur quand il avait parlé de M. Wickham, sans même tenter de se disculper d'une accusation de cruauté envers lui, tout cela eut au fait de surmonter la compassion que la considération de son attachement avait un instant éveillée. Les mêmes réflexions la bouleversèrent jusqu'à ce que le bruit de la voiture de Lady Catherine, en lui faisant sentir à quel point elle était incapable de rencontrer le regard de Charlotte, la fit se réfugier hâtivement dans sa chambre.